Dans les années 80, les gros bras ont le vent en poupe. Stallone enchaîne les Rambo et Rocky, Schwarzenegger cartonne avec Conan, Terminator et Predator, sans oublier les Chuck Norris, Dolph Lundgren et autres Steven Seagal qui faisaient alors le bonheur des aficionados. Et parmi toutes ces stars de l'action qui aiment péter des gueules et faire exploser des trucs, voilà qu'émerge un athlète ambitieux tout droit venu de Belgique et bien décidé à bâtir sa légende. Je parle bien sûr de l'homme qui maîtrise le grand écart comme personne et pour qui 1 + 1 ça ne fait pas 2. Le seul, l'unique, Jean-Claude Van Damme. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on parle de Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. C'est parti. Salut ma gueule, c'est John Michael. Dis-moi, tu crois pas que tu pourrais améliorer un peu ta déco? Parce que là, tes murs, ils me paraissent bien vides. Ça manque de fantaisie tout ça. T'as de la chance, j'ai exactement ce qu'il te faut. Laisse-moi te présenter Displate. Displate, ce sont des affiches en métal absolument magnifiques avec plus de 200 licences officielles de films, de séries, de jeux vidéo, de comics. On a du Stranger Things, Arcane, Jurassic Park, Predator, Retour vers le futur, bref, tout ce qu'il faut pour transformer ton intérieur en temple de la pop culture. Parce que mon petit doigt me dit que la pop culture c'est ton dada. Bah ouais, sinon tu serais pas abonné à la chaîne YouTube de l'autre guignol là. En plus, niveau finition, c'est de toute beauté, et me lance même pas sur la gamme Textra avec un spectaculaire effet 3D. Mais ce qui est génial avec Displate, en plus de son catalogue de ouf malade, c'est la facilité d'installation. Pas besoin de perceuse, ni de sortir la caisse à outils de tonton Auguste. Tu fixes la protection murale, tu poses l'aimant, et hop, ton Displate est installé en quelques minutes. Et si tu veux quelque chose d'encore plus personnel, tu peux même créer tes propres displays personnalisés. Ça s'appelle Custom, et ça ressemble à ça. Regarde-moi ça. Une œuvre d'art, une légende, un homme, une explosion. Très honnêtement, c'est probablement la plus belle décoration murale jamais conçue par l'humanité. Toi aussi, tu mérites une déco aussi magnifique. Et ça tombe à pic parce que j'ai des promos complètement frappadingues rien que pour toi, ma gueule. Pour un display, t'as 22% de réduc. Pour 2 displays, t'as 27%. Et pour 3 displays, accroche-toi bien, c'est moins 33%, ma gueule. Pour en profiter, rien de plus simple. Clique sur le lien en description, scanne le QR code ou utilise le code Cassard. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour te faire plaisir et rendre ta déco plus stylée qu'elle ne l'a jamais été. C'est aussi une excellente idée cadeau pour un proche. À condition que ce proche ait du goût, bien sûr. Displate. Parce qu'entre un mur vide et un mur avec moi dessus, le choix me semble relativement évident. Cyborg est donc un film d'action SF sorti en 1989, produit par Cannon Films et réalisé par Albert Pyun. Si ce nom vous parle, c'est normal, car le Pyun était également aux manettes de Captain America. Pas celui avec Chris Evans, non. Celui-là. Or donc, nous sommes en 1987 et chez Cannon Films, on s'apprête à lancer la production de 2 gros projets, la suite des Maîtres de l'Univers et une adaptation de Spider-Man. La compagnie, dirigée par les 2 cousins israéliens Menahem Golan et Yoram Globus, s'était fait un nom en produisant une chier de films à bas budget, arguant que même si 7 projets sur 10 étaient des échecs commerciaux, les 3 qui obtiendraient le succès parviendraient sans mal à couvrir les frais des 7 autres. Parce que quitte à produire de la merde, autant le faire sans prendre de risques. Sur le palmarès, tout un tas de chefs-d'œuvre tels que Portée disparue avec le défunt Chuck Norris, la série des American Ninja qui a l'air absolument sublime, mais aussi le fameux Superman 4, connu pour être le nanar de la saga de Christopher Reeve. Bref, chez Cannon Films, on produit pas forcément des films canons. Le problème, c'est que plus le temps passait, plus les succès s'accumulaient, et plus Golan et Globus prenaient la confiance, quitte à investir plus d'argent dans leurs projets. Et ce fut notamment le cas avec Superman 4, clairement leur production la plus ambitieuse, mais qui se cassa méchamment la gueule à sa sortie. À la fin des années 80, leur situation était même devenue préoccupante, attirant le regard de la US Securities and Exchange Commission, venue enquêter sur leurs finances. Et c'est donc à ce moment-là que Cannon commença à travailler sur Les Maîtres de l'Univers 2 et son adaptation de Spider-Man. Car la compagnie était contractuellement tenue de sortir un film Spider-Man avant l'année 90, sinon elle perdrait les droits du personnage. À la barre des 2 projets, Albert Pyun, un fidèle de la boîte pour laquelle il avait déjà mis en scène Down Twisted et Alien from LA, connu chez nous sous le titre L'Aventure Fantastique. Le bonhomme aurait ainsi pour mission de tourner les 2 films en même temps, l'idée étant de commencer par 2 semaines de tournage dédiées aux séquences de Spider-Man avec le Peter Parker pré-transformation, puis d'enchaîner sur les 6 semaines de tournage des Maîtres de l'Univers 2. Pendant ce temps, l'acteur engagé pour incarner Peter Parker suivrait un régime strict doublé d'un entraînement sportif rigoureux pour se bâtir un physique digne de Spider-Man, et reviendrait donc transformé pour entreprendre la suite du tournage. Un plan plutôt bien rodé donc, mais qui s'est jamais concrétisé. À 2 semaines du début du tournage, tout s'effondre. La raison, Cannon Films avait émis des chèques sans provision à Marvel et Mattel pour renouveler les licences. Et étant donné que niveau pognon ils étaient un peu ric-rac, il leur fut impossible de négocier avec les 2 compagnies et ils perdirent les droits d'exploitation des 2 projets. Tant pis pour tous les décors et autres costumes qui avaient d'ores et déjà été conçus. Et c'est là qu'Albert Pyun décide de réagir. Pourquoi ne pas utiliser ces décors et ces costumes pour réaliser un film original? Au moins les 2 millions investis par la compagnie auraient encore une chance d'être rentabilisés. Cannon valide l'idée et le réalisateur passe le week-end à écrire le premier jet d'un script, s'adjoignant les services de Don Michael Paul, jeune acteur qui cherchait à percer comme scénariste pour peaufiner le scénario titré Cyborg. Pour le rôle principal, celui d'un ranger vieillissant, il a Chuck Norris en tête. Mais les producteurs lui préfèrent l'acteur belge qui avait fait de Bloodsport un immense succès l'année précédente, rapportant 50 millions de dollars à travers le monde, Jean-Claude Van Damme. Le scénario devra donc être adapté en conséquence et le personnage devient alors un mercenaire.
millionnaire. Et c'est ainsi qu'avec un budget de 500 000 $ cachés de Van Damme compris, Pyun met en scène Cyborg en seulement 23 jours dans la ville de Wilmington en Caroline du Nord. Un tournage qui ne sera pas de tout repos puisque le cascadeur Jackson Rock Pinkney y perdra un œil lors d'une séquence de combat avec Van Damme où ce dernier était censé le désarmer puis faire semblant de lui couper la gorge avec un couteau factice. Sauf qu'au lieu de ça, Van Damme décida d'improviser et de le poignarder dans l'œil, le laissant définitivement handicapé. À la suite de quoi, Pinkney poursuivra Van Damme en justice et obtiendra 485 000 $ de sa part en 93. Soit quasiment le budget du film. À sa sortie aux États-Unis le 7 avril 89, le film essuie des critiques majoritairement négatives, mais engrange tout de même 10 millions de $. Une affaire rondement menée pour Cannon Films donc. On dit merci à Albert. Et je crois qu'il est temps de mater le résultat. Ce fut d'abord l'effondrement de la civilisation. Anarchie, génocide, famine. Ah mais c'est un documentaire en fait? La voix off nous apprend ensuite que la peste a fait son apparition, mais que des savants travailleraient sur un remède pour reconstruire le monde. Le reconstruire. Pourquoi? J'aime la mort, j'aime la misère. C'est ce monde que j'aime! Suite à ces intenses déclarations, nous voilà plongés dans l'action avec deux personnages qui tentent de s'échapper. De qui? De quoi? La question est posée. Et la réponse est donnée. Une bande de fashion victimes à la chevelure approximative qui se met en tête de démonter la tronche de notre survivant. Après quoi, il discute avec le chef des méchants, Jean-Bernard, et ce dernier envoie ses sbires à la poursuite de sa copine qui s'est enfuie avec le remède contre la peste. On pourra vaincre la misère avec ce remède. La misère, j'aime la misère. On va pouvoir changer le monde. J'aime ce monde. Ah mais d'accord, c'était toi la voix off. Et puis après, Jean-Bernard l'égorge. Pas très sympa Jean-Bernard, hein. Puis nous retrouvons Marie-Cécile qui fuit les sbires de Jean-Bernard, mais qui est pas bien doué. Et alors que tout espoir semblait perdu pour Marie-Cécile, voilà que débarque Jean-Claude qui ne fait bien évidemment qu'une bouchée de cette bande de nazes. Parce que c'est Jean-Claude Van Damme, mes gueules. Marie-Cécile le remercie alors de lui avoir sauvé la vie et il s'avère que c'est elle le cyborg. Je t'ai aidé parce que je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Bah super. Je te fais confiance. Alors qu'il vient littéralement de te dire qu'il t'a sauvé la vie par accident? Elle lui demande ensuite de l'escorter jusqu'à Atlanta où un groupe de chercheurs attend de pied ferme sa venue pour éradiquer la peste. J'ai une mission à remplir. Je suis un cyborg. Mais trop occupée à lui montrer ses circuits, Marie-Cécile ne voit pas venir l'attaque dont Jean-Claude la sauve in extremis. Sauf que de son côté, le pauvre bougre ne parvient pas à échapper aux balles. Ne vous inquiétez pas, le Jean-Claude est par balle. Je saurais pas dire pourquoi, mais ce plan me rend heureux. Je vais te conduire à Atlanta. Seulement en échange, tu me donneras le remède. Si tu refuses, voilà ce qui t'attend. Elle exprime super bien la peur en tout cas. La nuit venue, alors que tout est calme, Jean-Claude se réveille. Vous l'avez dit qu'il était par balle. il semble bien décidé à retrouver Marie-Cécile. Et même qu'il fera exprès de la sauver cette fois. Le lendemain, les méchants s'affairent à leurs activités de méchants qui consistent à mettre à sac un village et tuer les habitants. C'est qu'on sait s'amuser chez les méchants. Le but de la manœuvre, récupérer un bateau pour rejoindre Atlanta. Je ne sais pas nager, espèce de con. De son côté, Jean-Claude... Ben, il attend, il médite, je sais pas. Faudra peut-être penser à te bouger le cul au bout d'un moment, j'y sais, hein. Non? Bon, bah c'est pas grave, on agira demain, hein. Et c'est alors qu'il repère un ennemi sur le point de l'attaquer. Ni une ni deux, il le met hors d'état de nuire, mais il s'avère qu'en fait c'était juste une pauvre survivante. Après quoi, il la met à l'abri et décide de s'aiguiser le couteau en repensant au bon vieux temps de quand il avait des cheveux longs. Jean-Claude, c'est un passeur, et fut un temps il fut chargé de faire quitter la ville à ces trois-là après la mort de leur père. Mais pendant le voyage, notre Jean-Claude, il a commencé à ouvrir son cœur. Je les aime. Ah bah oui, en effet, on te sent transi d'amour. Il leur a même trouvé un petit nid douillet où il serait en sécurité, où c'était absolument pas couru d'avance que des méchants allaient débarquer pour tous les trucider. Non, non, personne l'avait vu venir. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Et bien évidemment, c'est pas n'importe quel méchant qui s'en est pris à eux, c'est Jean-Bernard. Ça veut donc dire que pour JC, c'est personnel. De son côté, la survivante se réveille et décide de récupérer une arme en faisant le coup du « si je ferme les yeux quand il me regarde, il croira pas que je suis réveillé ». Une stratégie bien rodée. Oh mince, je m'ai trompé. Mais étant donné que JC se montre pas agressif, Jennifer décide de ne pas s'en prendre à lui. JC part alors à la poursuite des méchants et Jennifer décide de l'accompagner, car c'est très important pour elle de se trouver un but, une raison de vivre dans ce monde sans foi ni loi. Car au fond, on a tous besoin d'un objectif, d'une quête à accomplir pour apporter un semblant de sens à nos vies. Oh, lâche-moi. En fait, JC, il en a un peu rien à cirer du remède contre la peste. Ce qu'il veut, c'est se venger de Jean-Bernard. On peut vaincre la peste et t'en as rien à cirer? Mais t'es une ordure, dis-moi. Après une pause goûter bien méritée, le duo fait un stop dans un petit village typique. Et alors que JC va demander des renseignements à son pote le barman, il se remémore à nouveau le bon vieux temps de quand il avait des cheveux longs. Restez avec nous. Je me suis trompé. J'ai voulu croire au bonheur. C'est bien, c'est pas du tout cliché comme histoire. De leur côté, les méchants naviguent en s'aiguisant le couteau avec application. Et le lendemain, JC et Jennifer continuent leur périple sur la terre ferme quand soudain, JC se casse, flairant une entourloupe. Et il avait du flair, le bonhomme.
Quant à Jennifer, elle s'enfuit dans une vieille bâtisse où elle se fait bien évidemment cerner par les caïds du coin. Fort heureusement, notre JC n'est pas loin. Il se ramène donc bien vite pour rappeler aux bad guys que dans un film de Jean-Claude Van Damme, être un méchant n'est pas, mais alors vraiment pas, une bonne situation. C'est ce monde qui veut ça, j'y suis pour rien. Mais on dirait bien que voir JC trucider la gueule de tous ces malotrus, ça a bien plu à Jennifer, qui décide de se lancer dans un subtil jeu de séduction. J'adore les cicatrices. Sauf que JC, il a pas la tête à ça. Tu sais, si tu me laisses t'aider, ça m'aidera. Et puis au bout d'un moment, Jennifer décide de laisser tomber la subtilité. Mais JC l'arrête immédiatement, parce qu'il a pas la tête à ça. Le lendemain, les méchants menés par Jean-Bernard apparaissent à l'horizon. Nous retrouvons alors Marie-Cécile qui nous offre à son tour un petit aperçu de son passé, plus précisément du moment où elle s'est portée volontaire pour devenir une cyborg. Nous vous avons choisi parmi nos confrères pour votre forte personnalité. Forte personnalité ? J'ai pesé toutes les conséquences. Je sais très bien ce à quoi je m'expose. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'espoir. Alors il faut faire quelque chose. C'est fou toute cette personnalité qui inonde la pièce. Et c'est ainsi qu'après son opération, elle part pour New York récupérer les fameuses données. Je vais vous emmener à New York et je vous ramènerai. Plus tard, JC décide de passer à l'attaque sur le groupe de Jean-Bernard qui a investi une vieille usine. Bien évidemment, il demande à Jennifer de rester en arrière pour plus de sécurité, et bien évidemment, Jennifer se fait surprendre après même pas 30 secondes. JC, quant à lui, fait face à un chevelu du genre qui se la joue à un max, mais comme c'est pas le genre de la maison de se laisser impressionner, il part direct au contact. C'est parti! Allez! Tu vas y arriver! Au bout d'un moment, ils finissent par s'atteindre et JC se fait alors plaisir à grands coups de high kick dans la gueule de son adversaire. Mais qu'est-ce que tu fous, JC? Tu veux pas le buter rapidement histoire qu'on n'en parle plus? Résultat, un autre méchant débarque et fout une raclée à JC qui a l'air bien con maintenant. Bon, pas autant que lui, certes. Et lui, n'en parlons pas. En bien mauvaise posture, JC parvient cependant à s'en sortir grâce à ses talents d'acrobate et à cette bonne vieille armure scénaristique. Il s'applique alors à enfin utiliser son flingue, il était temps, mais une fois les sbires neutralisés, il lui reste à affronter le Big Bad, celui qui lui a tout pris et qui l'a privé du bonheur. Jean-Bernard. Cette fois, ça y est, il va payer. Enfin d'abord, il faut arriver jusqu'à lui. Amène-toi! Faudra prendre en Uber la prochaine fois, hein. Sauf que sur la route de la vengeance, JC se fait à nouveau attaquer par les sbires de Jean-Bernard et se prend une balle dans l'épaule. Après quoi, il se retrouve cerné. Mais c'est alors qu'il se passe quelque chose de complètement frappadingue. Car parmi les sbires de Jean-Bernard, il reconnaît l'un des enfants dont il s'était occupé de nombreuses années auparavant. Tu vas le payer, Jean-Bernard! Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais tu perds rien pour attendre. Non mais JC, tu fais vraiment pas d'effort, c'est fou. Profitant de sa diversion naze, JC s'enfuit et Jean-Bernard envoie ses sbires à sa poursuite. Il parvient cependant à leur échapper et à porter secours à Marie-Cécile et Jennifer. Je n'ai pas l'intention de vous suivre. Vous n'êtes pas assez fort pour m'escorter. Ah, c'est dingue cette personnalité qu'elle a. Du coup, le plan de Marie-Cécile, c'est de conduire Jean-Bernard et sa team tout droit dans un piège à Atlanta. Nul ici ne peut l'arrêter. Pas même vous. JC s'enfuit alors avec Jennifer en passant par les égouts. C'est pas hyper pratique étant donné que Jennifer est inconsciente, mais c'est son plan. Non mais même pas il a pensé à remettre la plaque derrière lui. L'erreur de débutant quoi. Du coup, Jean-Mi débarque, rapidement suivi par Jean Dédé et toute la bande. JC n'a donc d'autre choix que de... partir faire du yoga? JC, t'es complètement défoncé ma parole. Oh, le célèbre grand écart de JC. Jean-Mi a pas une chance. Peut-être qu'il est juste en train de lui couper les cheveux après, on sait pas hein. Juste après ça, JC et Jennifer parviennent à quitter les égouts et s'enfuient à toute berzingue, toujours poursuivis par le gang des cheveux longs qui a pas franchement apprécié qu'on tue leur copain Jean-Mi. Allez, avance, t'arrêtes pas! Vite! Vite! Continue! Est-ce que tu es sûr que toutes ces injonctions sont nécessaires, mon JC? Tu préférerais pas fermer ta gueule? Mais malgré leur course éperdue, ils se font finalement rattraper par ce fumier de Jean Dédé qui a mieux bossé son cardio apparemment. Du coup, pas le choix, c'est l'heure du duel. Quant à Jennifer, elle doit faire face à Xana la guerrière. Du coup, pas le choix, c'est l'heure du duel. Ah oui, il va être rapide celui-là. Mais Jennifer n'a pas dit son dernier mot, puisqu'elle nous fait une magnifique remontada en coupant la main gauche de son opposante, le tout suivi d'un coup de poignard dans le buffet. Une belle doublette qui semble sonner le trépas de Xana, qui ne partira pas sans un dernier baroud d'honneur. De son côté, JC parvient à se débarrasser de Jean Dédé avec un magnifique coup de pied sauté, mais malheureusement les ennuis ne sont pas finis, puisque Jean-Mathieu débarque pour prendre le relais. Heureusement, Jean-Mathieu n'est pas le plus doué de la bande.
Mais à peine Jean-Claude en a-t-il fini avec Jean-Mathieu que vous le croirez pas, mais Jean-Joël et Jean-Patrick se pointent. Et c'est pas fini, puisque JC a à peine le temps de se débarrasser de Jean-Patrick que Jean-Roland et Jean-Firmin arrivent à leur tour en petite foulée. Suivis par Jean-Jean et Jean-Guy, et enfin le Big Bad Jean-Bernard qui s'emploie alors à démolir la tronche de ce pauvre JC qui arrive même plus à tenir debout. Et pendant que JC est inconscient, Jean-Bernard y pète un câble et il décide de le crucifier. Crève, charogne. Suite à quoi, il l'abandonne sur place après que son ancienne fille adoptive semble l'avoir reconnu. Et c'est de nouveau l'heure des flashbacks. Et cette fois, on apprend enfin comment Jean-Bernard et sa clique ont tué la famille de JC. Eh bien en fait, ils ont attaché JC, sa meuf et son petit frère au-dessus d'un puits et leur salut reposait sur un fil barbelé tenu par la gamine. Du coup forcément, elle a pas tenu bien longtemps la pauvre. Ouais, il aime bien quand c'est technique le Jean-Bernard. Revigoré par la rage, JC parvient à faire céder sa croix. Et c'est alors que Jennifer vient le délivrer. Je te l'avais dit que t'aurais besoin de mon aide. De son côté, alors qu'ils approchent d'Atlanta, Marie-Cécile fait de son mieux pour continuer d'embobiner Jean-Bernard qui commence un peu à douter de sa bonne foi. N'essaie pas de me tendre un piège, j'espère. Non, pas du tout. À la nuit tombée, ils arrivent enfin à Atlanta et surprise, JC les attendait. Vous trouvez ça hyper bizarre qu'ils soient arrivés avant eux alors qu'ils avaient plusieurs heures d'avance sur lui? Ouais, c'est normal. C'est effectivement hyper bizarre. Et c'est donc parti pour le grand combat final qui promet d'être riche en émotions. T'es un homme mort. Et pendant que JC entame le combat de sa vie, Jennifer s'emploie à libérer Marie-Cécile. Mais tout ne se passe évidemment pas comme sur des roulettes, puisqu'elle se fait vite repérer. Mais elle devra se tirer de ce mauvais pas toute seule, parce que JC il a d'autres chats à fouetter. Et le Jean-Bernard, autant vous dire qu'il se laisse pas fouetter facilement. Du coup, JC se fait à nouveau démolir, le JB s'en prenant à lui à grands coups de poing et autres portières dans la gueule. Bref, les choses semblent mal barrées pour notre héros, jusqu'à ce que sa fille adoptive décide d'intervenir. Pas lui! Du coup, JB s'approche d'elle pour la tuer et c'est un véritable bordel général qui s'ensuit. Ça hurle, ça frappe, ça tente des trucs mais ça échoue lamentablement, ça fout des coups de portière. C'est un bordel. Après quoi, c'est à nouveau parti pour un face-à-face entre les deux ennemis. Mais cette fois, JC parvient à prendre l'avantage. Allons-y, Cosette. Ce n'était qu'un vilain cauchemar. Increvable le mec. Du coup ça repart pour un tour et JC finit cette fois par embrocher son ennemi. Ah ouais, il l'a fait sauter super haut dis donc. Enfin cette fois ça y est, les méchants ont péri, les gentils ont gagné, mais Jennifer est décédée. Ouais. Pardon, oulala, mais c'est beaucoup trop triste, bouhouhou. Ainsi, JC escorte Marie-Cécile jusqu'à son QG, et plutôt que de rester en sécurité avec eux, il s'en repart avec sa fille adoptive là où on a véritablement besoin de lui. Car on a tous besoin d'une raison de vivre, et celle de JC, c'est de péter des gueules. Et du coup voilà, c'est fini. Et c'était pas terrible. Alors clairement, on sent que ça a été écrit à la va-vite, tellement la pseudo-histoire se résume simplement à une accumulation de tous les gros clichés du genre. Au milieu de tout ça, des scènes d'action montées n'importe comment dans des décors qui sentent bon le pas d'argent, avec un JCVD qui se fait chier comme un rat mort. Il avouera d'ailleurs après coup ne pas porter le film dans son cœur. En même temps, bon, il lui a coûté près de 500 000 $, donc ça peut se comprendre. Mais quelle idée aussi d'aller crever l'œil d'un cascadeur, JC. Sans déconner, ça se fait pas. Et alors, le film s'appelle Cyborg, mais c'est juste pour faire joli, parce que la présence du dit Cyborg est complètement inutile. Elle aurait pu être un personnage lambda que ça n'aurait strictement rien changé à l'histoire. Bref, malgré une bande de méchants et quelques séquences qui frôlent le sublime en termes de ridicule, Cyborg, c'est clairement pas le meilleur JCVD. Dommage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi je vous dis à bientôt, salut.